George Sand. Conte d'une grand-mère. Le chien et la fleur sacrée. Première partie. Le chien. À Gabriel Sand. Nous avions jadis pour voisin de campagne un homme dont le nom prêtait souvent à rire. Il s'appelait Monsieur le Chien. Il en plaisantait le premier et ne paraissait nullement contrarié quand les enfants l'appelaient Médor ou Azor. C'était un homme très bon, très doux, un peu froid de manière, mais très estimé pour la droiture et l'aménité de son caractère. Rien en lui, hormis son nom, ne paraissait bizarre. Aussi nous étonna-t-il beaucoup un jour où son chien avait fait une sottise au milieu du dîner. Au lieu de le gronder ou de le battre, il lui adressait d'un ton froid et en le regardant fixement cet étrange mercurial. « Si vous agissez ainsi, monsieur, il se passera du temps avant que vous cessiez d'être chien. » Je l'ai été, moi qui vous parle, et il m'est arrivé quelquefois d'être entraîné par la gourmandise au point de m'emparer d'un mets qui ne m'était pas destiné. Mais je n'avais pas comme vous l'âge de raison. Et d'ailleurs, sachez, monsieur, que je n'ai jamais cassé l'assiette. Le chien écouta ce discours avec une attention soumise, puis il fit entendre un bâillement mélancolique, ce qui, au dire de son maître, n'est pas un signe d'ennui, mais de tristesse chez les chiens. Après quoi il se coucha, le museau allongé sur ses pattes de devant, et parut plongé dans de pénibles réflexions. Nous crûmes d'abord que, faisant allusion à son nom, notre voisin avait voulu montrer simplement de l'esprit pour nous divertir. Mais son air grave et convaincu nous jeta dans la stupeur lorsqu'il nous demanda si nous n'avions aucun souvenir de nos existences antérieures. « Aucun » fut la réponse générale. Monsieur le chien, ayant fait du regard le tour de la table, et nous voyant tous incrédules, s'avisa de regarder un domestique qui venait d'entrer pour remettre une lettre et qui n'était nullement au courant de la conversation. « Et vous, Sylvain ?» lui dit-il. « Vous souvenez-vous de ce que vous avez été avant d'être homme ?» Sylvain était un esprit railleur et sceptique. « Monsieur, » répondit-il sans se déconcerter, « depuis que je suis homme, j'ai toujours été cocher. Il est bien probable qu'avant d'être cocher, j'ai été cheval. » « Bien répondu, » s'écria-t-on. Et Sylvain se retira aux applaudissements des joyeux convives. « Cet homme a du sens et de l'esprit, » reprit notre voisin. « Il est bien probable, pour parler comme lui, que dans sa prochaine existence, il ne sera plus cocher, il deviendra maître. »« Et il battra ses gens, » répondit un de nous. « Comme étant cocher, il aura battu ses chevaux. »« Je gage tout ce que vous voudrez, » repartit notre ami, « que Sylvain ne bat jamais ses chevaux, de même que je ne bats jamais mon chien. Si Sylvain était brutal et cruel, il ne serait pas devenu bon cocher, et ne serait pas destiné à devenir maître. Si je battais mon chien, je prendrais le chemin de redevenir chien après ma mort. » On trouva la théorie ingénieuse, et on pressa le voisin de la développer. « C'est bien simple, » reprit-il, « et je le dirai en peu de mots. L'esprit, la vie de l'esprit, si vous voulez, a ses lois, comme la matière organique qu'il revêt a les siennes. On prétend que l'esprit et le corps ont souvent des tendances opposées. Je le nie. Du moins, je prétends que ces tendances arrivent toujours après un combat quelconque à se mettre d'accord pour pousser l'animal, qui est le théâtre de cette lutte, à reculer ou à avancer dans l'échelle des êtres. Ce n'est pas l'un qui a vaincu l'autre. La vie animale n'est pas si pernicieuse que l'on croit. La vie intellectuelle n'est pas si indépendante que l'on dit. L'être est un. Chez lui, les besoins répondent aux aspirations, et réciproquement.
il y a une loi plus forte que ces deux lois, un troisième terme qui concilie l'antithèse établie dans la vie de l'individu. C'est la loi de la vie générale. Et cette loi divine, c'est la progression. Les pas en arrière confirment la vérité de la marche ascendante. Tout être éprouve donc à son insu le besoin d'une transformation honorable. Et mon chien, mon cheval, tous les animaux que l'homme a associés de près à sa vie, l'éprouvent plus sciemment que les bêtes qui vivent en liberté. Voyez le chien. Cela est plus sensible chez lui que chez tous les autres animaux. Il cherche sans cesse à s'identifier à moi. Il aime ma cuisine, mon fauteuil, mes amis, ma voiture. Il se coucherait dans mon lit si je le lui permettais. Il entend ma voix, il la connaît, il comprend ma parole. En ce moment, il sait parfaitement que je parle de lui. Vous pouvez observer le mouvement de ses oreilles. Il ne comprend que 2 ou 3 mots, lui dis-je. Quand vous prononcez le mot chien, il tressaille, c'est vrai. Mais le développement de votre idée reste pour lui un mystère impénétrable. Pas tant que vous croyez. Il sait qu'il en est cause. Il se souvient d'avoir commis une faute, et à chaque instant, il me demande du regard si je compte le punir ou l'absoudre. Il a l'intelligence d'un enfant qui ne parle pas encore. Il vous plaît de supposer tout cela parce que vous avez de l'imagination. Ce n'est pas de l'imagination que j'ai, c'est de la mémoire. Ah! Voilà! S'écria-t-on autour de nous. Il prétend se souvenir. Alors qu'il raconte ses existences antérieures, vite! Nous écoutons. Ce serait, répondit monsieur le chien, une interminable histoire, et des plus confuses, car je n'ai pas la prétention de me souvenir de tout, du commencement du monde jusqu'à aujourd'hui. La mort a cela d'excellent qu'elle brise le lien entre l'existence qui finit et celle qui lui succède. Elle étend un nuage épais où le moi s'évanouit pour se transformer sans que nous ayons conscience de l'opération. Moi qui par exception, à ce qu'il paraît, ai conservé un peu la mémoire du passé, je n'ai pas de notion assez nette pour mettre de l'ordre dans mes souvenirs. Je ne saurais vous dire si j'ai suivi l'échelle de progression régulièrement, sans franchir quelques degrés, ni si j'ai recommencé plusieurs fois les diverses stations de ma métempsychose. Cela, vraiment, je ne le sais pas. Mais j'ai dans l'esprit des images vives. Et soudaines, qui me font apparaître certains milieux traversés par moi à une époque qu'il m'est impossible de déterminer. Et alors je retrouve les émotions et les sensations que j'ai éprouvées dans ce temps-là. Par exemple, je me retrace depuis peu une certaine rivière où j'ai été poisson. Quel poisson ? Je ne sais pas. Une truite peut-être. Car je me rappelle mon horreur pour les eaux troubles et mon ardeur incessante à remonter les courants. Je ressens encore l'impression délicieuse du soleil traçant des filets déliés ou des arabesques de diamants mobiles sur les flots brisés. Il y avait, je ne sais où, les choses alors n'avaient pas de nom pour moi, une cascade charmante où la lune se jouait en fusée d'argent. Je passais là des heures entières à lutter contre le flot qui me repoussait. Le jour, il y avait sur le rivage des mouches d'or et d'émeraude qui voltigeaient sur les herbes et que je saisissais avec une merveilleuse adresse, me faisant de cette chasse un jeu folâtre plutôt qu'une satisfaction de voracité. Quelquefois, les demoiselles aux ailes bleues m'effleuraient de leur vol. Des plantes admirables semblaient vouloir m'enlacer dans leur verte chevelure. Mais la passion du mouvement et de la liberté me reportait toujours vers les eaux libres et rapides. Agir, nager, vite, toujours plus vite. Et sans jamais me reposer. Ah, c'était une ivresse. Je me suis rappelé ce bon temps l'autre jour en me baignant dans votre rivière, et à présent je ne l'oublierai plus.
Encore, encore s'écrièrent les enfants qui écoutaient de toutes leurs oreilles. Avez-vous été grenouille, lézard, papillon? Lézard, je ne sais pas. Grenouille, probablement. Mais papillon, je m'en souviens à merveille. J'étais fleur, une jolie fleur blanche délicatement découpée, probablement une sorte de saxifrage sarmenteuse pendant sur le bord d'une source. Et j'avais toujours soif, toujours soif. Je me penchais sur l'eau sans pouvoir l'atteindre. Un vent frais me secouait sans cesse. Le désir est une puissance dont on ne connaît pas la limite. Un matin, je me détachai de ma tige, je flottais, soutenu par la brise. J'avais des ailes, j'étais libre et vivant. Les papillons ne sont que des fleurs envolées un jour de fête, où la nature était en veine d'invention et de fécondité. Très joli, lui dis-je. Mais c'est de la poésie. Ne l'empêchez pas d'en faire, s'écrièrent les jeunes gens. Il nous amuse. Et s'adressant à lui. Pouvez-vous dire à quoi vous songiez quand vous étiez une pierre? Une pierre est une chose et ne pense pas, répondit-il. Je ne me rappelle pas mon existence minérale. Pourtant je l'ai subie comme vous tous, et il ne faudrait pas croire que la vie inorganique soit tout à fait inerte. Je ne m'étends jamais sur une roche sans ressentir à son contact quelque chose de particulier, qui m'affirme les antiques rapports que j'ai dû avoir avec elle. Toute chose est un élément de transformation. La plus grossière a encore sa vitalité latente, dont les sourdes pulsations appellent la lumière et le mouvement. L'homme désire, l'animal et la plante aspirent, le minéral attend. Mais pour me soustraire aux questions embarrassantes que vous m'adressez, je vais choisir une de mes existences que je me retrace le mieux, et vous dire comment j'ai vécu, c'est-à-dire agi et pensé, la dernière fois que j'ai été chien. Ne vous attendez pas à des aventures dramatiques, à des sauvetages miraculeux. Chaque animal a son caractère personnel. C'est une étude de caractère que je vais vous communiquer. On apporta les flambeaux, on renvoya les domestiques, on fit silence. Et l'étrange narrateur parla ainsi.